Cet acte n'a rien changé pour lui. Il n'a pas aggravé sa peine puisqu'il n'en avait pas de limite, mais il a détruit un homme qui n'était qu'à quelques semaines de la liberté. La prison pour femmes, c'est comme une version plus mesquine et plus gaie du collège. Pendant mes 2 premiers mois, j'ai été pratiquement agressé quotidiennement. Mais d'une certaine manière, ça m'a aidé à m'affirmer et à forger un caractère. Les détenues sont souvent gentilles si elles voient que vous ne venez pas de leur milieu, que vous n'êtes pas habitué à ce type de vie. La plupart du temps, j'échappais au drame grâce à mon caractère et ma sincérité. Si quelqu'un essayait de me chercher des ennuis, les autres filles prenaient généralement ma défense. Tout le monde parle beaucoup, mais les vraies bagarres sont rares. Et quand elles éclatent, elles ne sont jamais très graves. La plupart du temps, elles tournent autour de querelles entre copines de prison ou de jalousie liées à des mecs restés dehors. Oui, c'est aussi gai que ce que les médias montrent. Je dirais que 90% des détenues mariées ou pas, et peu importe à quel point elles se disent hétéros, finissent par participer à des activités sexuelles ou par s'engager dans des gestes affectueux comme se tenir la main ou se câliner. Encore plus de femmes se retrouvent dans des relations émotionnelles ou romantiques, même si elles ne franchissent jamais la ligne du contact physique. Il faut dire que l'ennui est omniprésent. Selon le programme auquel vous êtes assigné, vous devez vous lever à 5 h ou à 9 h du matin. Moi, j'étais dans le programme des réveils à 5 h, et si vous êtes surprise en train de rester allongé, vous vous faites immédiatement réprimander. Avoir des relations sexuelles est très compliqué, à moins que vous ne soyez colocataire avec votre partenaire. Dans les petites installations, les surveillants n'ont rien d'autre à faire, alors ils surveillent même les moindres gestes, comme partager un casque audio. Une fois, j'ai même été réprimandé pour avoir laissé ma colocataire utiliser ma mayonnaise à la cantine pour le dîner. Vous devenez très vite à l'aise avec le fait de devoir vous déshabiller, écarter les jambes et tousser pour les fouilles corporelles. Personnellement, je devais passer par là au moins 3 fois par semaine. La plupart des femmes prennent un minimum de 15 kilos. Tout est ultra transformé, et les moments passés à la salle de sport sont limités et soumis à des contraintes de temps selon votre unité. La nourriture est tellement mauvaise qu'on dépend beaucoup de la cantine pour se nourrir convenablement. Étant cuisinière de profession, j'ai appris à certaines filles à préparer de bons plats avec les moyens du bord. Par exemple, dans ma prison, on avait un petit four à convection, et je leur ai montré comment faire des plats comme des rouleaux de printemps ou des pâtes Alfredo. Mais les filles qui ont passé beaucoup de temps en prison sont souvent très créatives avec la nourriture, c'est impressionnant de voir ce qu'elles arrivent à concocter avec des ingrédients de base. Peu importe à quel point certains membres du personnel peuvent paraître sympathiques, ils finissent toujours par vous rappeler à votre place. Vous êtes constamment traité comme une citoyenne de seconde zone, une personne inférieure. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point le commerce est omniprésent en prison. Ce n'est pas seulement une question de cigarettes, tout peut avoir une valeur, des nouilles instantanées au timbre-poste. Chaque objet devient une monnaie potentielle dans cet univers où l'argent liquide n'a pas sa place. Le système de troc y est incroyablement sophistiqué, presque comparable à une économie autonome. Chaque produit a une valeur qui fluctue selon la rareté, la demande et même la saison. Par exemple, un simple paquet de nouilles peut valoir une barre de chocolat ou une poignée de timbres, mais dans un moment de pénurie, il peut devenir encore plus précieux. Les cigarettes, souvent considérées comme la monnaie classique des prisons, sont parfois surpassées par des produits inattendus. Les sachets de café instantané, les piles, ou même des stylos peuvent devenir des objets très prisés. Ce commerce n'est pas seulement une manière d'échanger des biens matériels, il contribue à créer des relations, des alliances et un semblant de contrôle sur un environnement où tout semble souvent arbitraire. Ce système reflète les instincts de survie et d'adaptation des détenus. Chacun doit comprendre rapidement la dynamique du troc pour obtenir ce dont il a besoin ou pour améliorer son quotidien. Ceux qui maîtrisent cet art peuvent presque être considérés comme les banquiers de la prison, jouant un rôle essentiel dans cette économie parallèle. On entend souvent parler des prisons à but lucratif, mais le système commence bien avant l'incarcération et se poursuit bien après. Tout a un coût. Si vous êtes en liberté conditionnelle,
vous payez des frais de liberté conditionnels. Si vous êtes condamné à des travaux d'intérêt général, vous payez pour cela aussi. Aux frais de justice s'ajoute parfois une facture pour avoir simplement été en prison, car l'État vous réclame une partie du coût de votre détention. Et n'oubliez pas la restitution, c'est-à-dire rembourser les victimes de votre crime. Si vous portez un bracelet électronique, c'est encore à vos frais. Et si vous n'arrivez pas à payer? Liberté conditionnelle révoquée. Retour en prison, sans possibilité de seconde chance. Vous devez purger votre peine complète, car vous avez enfreint les conditions. Mais les escroqueries les plus flagrantes sont celles des centres de réinsertion, les fameuses maisons de transition. Dans ma ville, c'était environ 1 500 $ par mois pour partager une chambre avec un autre ancien détenu. Si vous ne pouviez pas payer, retour à la case prison. Et rappelez-vous que vous êtes censé payer tout cela avec le travail que vous trouvez en tant qu'ancien détenu. Vous savez combien d'employeurs, même dans des fast-food ou des supermarchés, vous refusent dès que vous mentionnez une condamnation pour crime. Moi, je ne pouvais même pas travailler dans une bibliothèque. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Que j'allais voler un livre. Si vous avez une condamnation liée à des substances, et parfois même si ce n'est pas le cas, comme pour moi, vous devez passer des tests de dépistage de drogue réguliers. Devinez quoi? C'est encore à vous de payer. Si vous ne le faites pas, retour en prison. Pour moi, c'était environ 128 $ par mois pour 2 tests mensuels. Et encore une fois, mon délit n'avait rien à voir avec la drogue. Mon colocataire, lui, avait une condamnation liée aux drogues. Il devait faire 3 tests aléatoires par semaine, à ses frais bien sûr. Il a failli être renvoyé en prison parce qu'il avait 2 avertissements sur 3 pour des tests dits dilués. Son urine était jugée trop diluée. La raison? Il rentrait chez lui à pied sous une chaleur de 35 degrés Celsius et buvait de l'eau pour ne pas s'évanouir. J'ai fait les calculs, je devais payer environ 2 200 $ par mois en frais imposés par la justice. Si je ne payais pas, retour à la case prison. Cela représentait environ 200 heures de travail par mois, avant taxes et sans même compter la nourriture ou le logement. Et pourtant, j'avais un travail plutôt bien payé pour quelqu'un avec un casier judiciaire. Mais le pire, c'est que le juge qui nous avait condamnés, mon colocataire et moi, était copropriétaire du centre de réinsertion. Oui, le même centre qui nous facturait 1 500 $ par mois. Le système est absolument, à 100%, conçu pour vous renvoyer en prison. Pour un ancien détenu, il est presque impossible de sortir de ce cercle vicieux par ses propres moyens. Ce qu'on entend sur les prisons françaises est souvent vrai, elles sont horriblement surpeuplées. Dans ma cellule, on était censé être 2, mais on était 3. Le 3e détenu dormait sur un matelas posé à même le sol, coincé entre les 2 lits superposés. Ce genre de situation est courant dans la plupart des établissements. Les Maghrébins et les détenus d'origine africaine représentaient la majorité des prisonniers dans mon bloc. C'était assez évident que j'étais différent, en tant que blanc. Je sortais du lot, et ça ne passait pas inaperçu. Dès mon arrivée, les regards étaient lourds, parfois accompagnés de quelques commentaires. Rien de vraiment méchant au début, mais des remarques faites pour me tester. Au début, ça me mettait mal à l'aise. Mais j'avais rapidement compris une chose essentielle, ne jamais répondre, ne pas jouer leur jeu. Alors je restais calme, je souriais parfois, et je continuais ce que j'étais en train de faire. Très vite, ils perdaient intérêt. Les blagues, même un peu lourdes, devenaient finalement bons enfants. Ils cherchaient à provoquer, mais sans véritable malveillance. J'ai même fini par avoir de bonnes relations avec certains d'entre eux. La vérité, c'est que la vie en prison en France est un équilibre constant. Tout le monde connaît les règles non écrites. Si vous ne cherchez pas les ennuis, si vous respectez les autres, en général, ils vous respectent aussi. Cela ne veut pas dire que tout est facile, loin de là, mais il y a une sorte de code d'honneur tacite entre les détenus. En prison, tout tourne autour des téléphones et des drogues. Même si c'est interdit, tout le monde ou presque a un téléphone. Les gardiens le savent, le directeur le sait, même le gouvernement le sait. Mais ils laissent faire.
Ça soulage la pression sur les visites au parloir et permet aux détenus de rester connectés à l'extérieur. J'avais un téléphone, comme tout le monde. Ça m'aidait à garder le moral, à parler avec ma famille, à ne pas sombrer complètement dans l'ennui. Quant aux drogues, elles sont partout. Là encore, tout le monde le sait, et personne ne fait rien. Les surveillants ferment les yeux, parce qu'un détenu qui plane est plus facile à gérer. J'ai vu des types complètement défoncés s'effondrer dans un coin, incapables de bouger ou de parler. Ils ne créent pas de problème, ils ne cherchent pas à provoquer. Et pour les autorités, ça simplifie la gestion du quotidien. Avec le temps, j'ai fini par m'intégrer. Je n'étais pas l'un des leurs, mais je n'étais pas non plus une cible. On me lançait encore parfois une blague ou une petite pique, mais c'était plus pour tester ma réaction qu'autre chose. J'apprenais à naviguer dans cet environnement, à comprendre les dynamiques, à savoir qui éviter et à qui parler. Ce n'était pas une période facile, mais je m'en suis sorti. La corruption des gardiens de prison, c'est un phénomène tellement répandu qu'il est impossible de l'ignorer. C'est littéralement sous vos yeux, à la vue de tous. Vous voyez des gardiennes éclater en sanglots quand certains détenus quittent l'établissement, tellement elles sont attachées à eux. D'autres viennent au travail habillées comme si elles allaient en boîte de nuit, arborant des bijoux tapant à accent grave l'œil et se comportant de manière provocante. Certaines disparaissent même dans les cellules des détenus, et tout le monde sait ce qui s'y passe. Le respect, dans cet environnement, est une plaisanterie. Personne ne le donne réellement, personne ne le reçoit. La moindre accusation, qu'elle soit vraie ou fausse, peut ruiner votre vie. Si un détenu commence à dire que vous êtes pédophile, c'est fini pour vous. Peu importe si vos papiers prouvent que ce n'est pas vrai. Les autres diront que vous avez falsifié vos documents et qu'ils sont bidons. Ils feront même appel à des contacts extérieurs pour colporter cette rumeur. J'ai passé 4 ans et demi à me battre contre ça. 4 ans et demi parce qu'un groupe avait décidé que je ressemblais à un pédophile. Ils n'avaient aucune preuve, mais ça n'a pas empêché les accusations de me coller à la peau. Ça n'a pas d'importance pour eux si c'est vrai ou non. Une fois que cette étiquette vous est attribuée, c'est un combat constant pour survivre. Et tout le monde balance des infos sur tout le monde. Vous pensez que vous pouvez faire confiance à quelqu'un, mais le lendemain, vous découvrez qu'il a vendu vos secrets pour gagner quelques privilèges. En ce qui concerne la sexualité, les règles sociales normales ne s'appliquent plus. Les détenus ont des justifications tordues pour tout. Selon eux, si vous êtes celui qui domine ou celui qui reçoit une fellation, vous n'êtes pas gay. J'ai entendu parler d'un type, marié et père de famille, qui allait être libéré dans une semaine. Ce même homme violait son codétenu chaque nuit. Quant aux gardiens, ils se fichent totalement de ce qui vous arrive. Un jour, un surveillant est entré dans les douches et a surpris un groupe de détenus en train de violer un jeune détenu, un petit blanc qui ne faisait clairement pas le poids. Au lieu d'intervenir, il a simplement quitté la pièce comme si de rien n'était. Ce n'est que 2 heures plus tard qu'un autre surveillant a trouvé la victime, à peine consciente, couverte de sang. Ce genre d'histoire n'est pas rare. Dans cet univers, vous êtes livré à vous-même. Les gardiens ferment les yeux sur tout, tant que cela ne perturbe pas leur routine. Vous apprenez rapidement que pour survivre, il ne faut faire confiance à personne, ne pas montrer de faiblesse, et surtout, éviter d'être remarqué. En prison, on rencontre beaucoup de gens qu'on aurait préféré ne jamais croiser. Certains ont fait de mauvaises choses, mais ce qu'ils ont fait ne fait pas forcément d'eux de mauvaises personnes. La prison, elle, vous montre la différence. Et puis, il y a ceux que vous auriez aimé ne jamais connaître, les véritables mauvaises personnes. En détention, on finit par voir le mal sous sa forme la plus pure, le genre de mal qui vous glace et vous laisse un sentiment de malaise durable. Certains ne sont que des ordures, d'autres des individus franchement ignobles, mais il y a ceux qui incarnent une telle noirceur que chaque interaction avec eux vous marque au fer rouge. Ces personnes dégagent quelque chose de si perturbant qu'il est impossible d'oublier leur présence, même après les avoir quittés. Mais il y a aussi l'autre face de la médaille. Derrière ces murs, on rencontre des gens qui sont tout simplement hilarants. Les plus drôles, souvent, sont les toxicomanes accros à la méthamphétamine.
Ces gars-là, leur esprit vif et leur sens de l'humour décapant peuvent transformer une partie de poker ou de pinocle en un véritable spectacle comique. Si vous avez un jour vu l'un d'eux s'emballer dans une discussion ou une blague, vous savez de quoi je parle. Ces mecs sont tellement drôles qu'ils vous font rire aux larmes. Je me souviens de moments où j'ai ri jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et c'est sans doute une forme de mécanisme de défense, une manière de gérer le stress et la dureté de l'environnement carcéral. Mais malgré tout, ces éclats de rire sincères comptent parmi les souvenirs les plus précieux que je garde de cette période. Il y a énormément de personnes talentueuses en prison. Les artistes capables de dessiner des images érotiques, par exemple, sont particulièrement recherchés. Leur talent attire une forme de respect parmi les détenus. Contrairement aux clichés, on trouve aussi des gens sincèrement bienveillants et honnêtes en détention, des personnes qui ont simplement commis des erreurs stupides ou se sont retrouvées dans de mauvaises situations. La prison, c'est un vacarme constant, jour et nuit. Le silence n'existe pas. On finit par s'habituer, mais c'est épuisant. L'intimité devient un concept inexistant. Utiliser les toilettes devant ses codétenus ou être observé par les surveillants sous la douche devient une routine à laquelle on s'adapte malgré soi. Le système médical est souvent détourné par certains prisonniers qui cherchent à obtenir des antidouleurs puissants, comme la Lyrica, ou d'autres substances qui, en grande quantité, peuvent procurer un effet euphorique. Il existe cependant des opportunités d'éducation en prison pour ceux qui veulent en profiter. Certains détenus suivent des cours universitaires à distance, avec parfois un accès limité à des ordinateurs portables, sans connexion Internet, évidemment. Les détenus à perpétuité bénéficient généralement de plus d'avantages que les prisonniers temporaires. Ils n'ont plus rien à perdre, alors l'administration cherche à maintenir une certaine paix en leur accordant des privilèges. Dans certaines prisons, il est même possible de regarder Netflix. Certes, le choix des programmes est imposé, mais cela reste un luxe inattendu pour beaucoup. Par ailleurs, certaines installations permettent aux détenus de jouer sur des consoles plus anciennes, comme des Xbox 360 ou des PlayStation 2. Parmi les prisonniers les plus fiables, certains reçoivent une formation pour travailler comme conseillers, souvent avec l'aide des Samaritains. Ces détenus jouent un rôle crucial en offrant un soutien émotionnel à d'autres prisonniers, surtout les nouveaux arrivants. Grâce à eux, des vies sont sauvées, bien que les suicides restent une réalité sombre, cela se produit 1 ou 2 fois par an, en moyenne. La vie en prison devient étonnamment normale très vite. On s'adapte aux règles, aux restrictions, et on finit par avancer, faute de mieux. Cependant, la réinsertion et la réforme ne dépendent que de la volonté du détenu. Le simple fait d'être emprisonné ne suffit pas à transformer une personne. Honnêtement, le système pénitentiaire actuel n'est pas une solution idéale. Pour une personne qui en ressort améliorée, 10 autres sortent pire, sans crainte de retourner en prison et avec de meilleures connaissances et connexions dans le milieu criminel. Retourner au travail après une longue peine est extrêmement difficile. On s'habitue à un mode de vie où l'on survit avec peu et où l'effort est réduit au strict minimum. Après avoir été punis si sévèrement par la société, beaucoup rejettent ces normes et ces attentes. C'était en Irlande, au fait. Le problème des viols, bien qu'il ne soit pas inexistant, est largement exagéré par les films. J'ai passé 2 ans en prison, et ça n'est jamais arrivé, ni dans l'une ni dans l'autre des prisons où j'ai été incarcéré. Les seules histoires que j'ai entendues venaient de détenus à perpétuité, parlant de ce type il y a 10 ans ou un gars dans une autre prison. Mais franchement, ce n'est pas un phénomène courant. En prison, on peut presque toujours rouler des yeux et s'éloigner d'un idiot agressif, mais courir? Ça, c'est autre chose. Si vous montrez que vous fuyez, vous allez vous faire remarquer et sûrement vous faire descendre. Et faites attention à vos paroles, une simple phrase mal interprétée peut vous attirer des ennuis dans votre cellule. Dans mon pays, il est illégal de fumer en prison, alors la gomme nicotinée a pris le relais. Elle est vendue en plaquettes, et coûte environ 5 $ par plaquette. C'est une des principales monnaies d'échange à l'intérieur. Mais les transactions plus importantes impliquent souvent des transferts d'argent extérieurs. Par exemple, si quelqu'un à l'extérieur verse 90 $ sur votre compte,
vous achetez ensuite 10 plaquettes pour lui à l'intérieur. Les jeux de cartes règnent en maître pour tuer le temps. Dans une des prisons où j'étais, Canasta et Big 2 étaient les jeux préférés. Dans l'autre, il y avait carrément une table de bridge à laquelle j'ai fini par me joindre. Le code en prison est simple, ne demande pas, ne raconte rien. Le type qui se vante partout d'être là pour un meurtre? C'est un menteur. C'est probablement un délinquant sexuel qui essaie de détourner l'attention. Ceux qui sont vraiment là pour un homicide sont souvent des condamnés à perpétuité. Ils n'ont rien à prouver et n'ont aucune raison de vous raconter leur vie. En général, si vous ne cherchez pas des problèmes, personne ne viendra vous en créer. Les surveillants ne se mêlent pas de votre quotidien tant que vous ne leur donnez pas une raison de le faire. Le maître mot, c'est la patience. Il y a des objets que vous pouvez acheter en faisant une demande, comme un Discman ou un ventilateur. Mais il faut s'attendre à attendre 3 mois avant de les recevoir. Il passe commande après quelques semaines, l'objet arrive une semaine plus tard, puis reste bloqué en vérification et contrôle pendant 2 mois avant qu'on ne vous le donne. Si vous harcelez le personnel, il pourrait décider de mettre l'objet dans la section des effets personnels, où il restera jusqu'à votre libération. À part ça, ce qui rythme le quotidien, ce sont les packs de fournitures standards, les jeux de cartes et l'ennui. Ce qui m'a marqué en prison, c'est à quel point les gens peuvent être créatifs. Quand on est privé de tout, quand on n'a rien pour se distraire ou remplir ses journées, c'est là que l'ingéniosité humaine refait surface. L'ennui, qui pourrait être vu comme un simple fardeau, devient un moteur pour notre imagination. Les détenus inventaient des trucs incroyables pour accomplir des tâches qu'on ne réfléchit même pas à l'extérieur. Préparer un repas, par exemple, quand on n'a qu'un petit four ou un chauffe-eau en plastique. J'ai vu des gars transformer un simple sac en plastique et une bougie en un four, capable de cuire des œufs ou de réchauffer des aliments. Une fois, un détenu a fabriqué une cafetière artisanale avec une vieille boîte de conserve, des morceaux de tissu et une corde effilochée. Et le pire, c'est que ça marchait. Même pour les distractions, il trouvait des moyens. Une partie de cartes avec un jeu incomplet? Pas grave, on invente de nouvelles règles. Pas de matériel de sport? Certains empilaient des bouteilles d'eau pour faire des haltères. Ils fabriquaient même des jeux à partir de rien, un ballon de foot fait de chaussettes rembourrées, un jeu d'échecs dessiné sur un morceau de carton avec des bouchons en guise de pion. Mais ce n'était pas seulement des inventions pour passer le temps. L'ennui forçait aussi à réfléchir sur des choses auxquelles on ne prête jamais attention dans la vie quotidienne. Par exemple, pourquoi un objet fonctionne comme il le fait? Pourquoi une porte grince-t-elle, et comment y remédier sans outils? Les conversations tournaient souvent autour de sujets auxquels on n'aurait jamais pensé dehors, la mécanique des objets simples, l'histoire de choses anodines comme les élastiques ou le papier. L'ennui nous poussait à déconstruire le monde autour de nous, mentalement ou physiquement. Je me souviens d'un type particulièrement ingénieux qui avait réussi à fabriquer une sorte de radio artisanale. Avec quelques fils récupérés ici et là et des morceaux de métal, il avait réussi à capter des fréquences faibles. Rien de très net, mais on pouvait entendre un peu de musique ou des voix brouillées. C'était fascinant de voir jusqu'où son imagination pouvait aller, juste pour briser la monotonie de la vie en cellule. La vie en prison est bien plus détendue que ce que les gens imaginent. La perception commune de l'univers carcéral est largement influencée par les médias, qui exagèrent et dramatisent les conflits et les violences. Certes, ces derniers existent, mais ils ne sont pas aussi omniprésents qu'on le croit. En réalité, tant qu'on reste à sa place et qu'on évite de se mêler des affaires des autres, les risques de devenir une cible sont plutôt faibles. La plupart des détenus préfèrent éviter les ennuis autant que possible. Ils savent que se retrouver au cœur d'un conflit peut aggraver leur situation ou prolonger leur peine, ce qui n'est dans l'intérêt de personne. Cela ne veut pas dire que tout est calme ou facile. Il y a des moments où les tensions montent, des disputes éclatent, et parfois, les choses dégénèrent. Mais pour la plupart des détenus, la survie en prison consiste à garder un profil bas, à respecter les codes implicites, et à trouver une routine pour passer le temps sans attirer l'attention. La violence existe, bien sûr, mais elle n'est souvent pas aléatoire.
Elle découle généralement de problèmes spécifiques, des dettes non payées, des disputes personnelles ou des alliances mal calculées. Si on évite de se mêler de ces dynamiques, on peut généralement traverser son temps en prison sans trop d'incidents majeurs. Je ne peux parler que pour les prisons australiennes, mais la nourriture peut être incroyable si vous avez la chance que les détenus soient autorisés à cuisiner. C'est simple, presque tous les chefs passent un jour ou l'autre par des problèmes de drogue et finissent par faire un séjour derrière les barreaux. Cela signifie que les cuisines des prisons peuvent parfois être dirigées par des chefs de classe mondiale, même si c'est un pur hasard. Honnêtement, le meilleur poulet pané que j'ai mangé de ma vie, c'était à Pentridge, au milieu des années 90. La panure était tellement croustillante et pleine de saveurs. Cela fait 25 ans, et je n'ai jamais rien goûté qui s'en approche, que ce soit dans un restaurant haut de gamme ou ailleurs. Si seulement je savais qu'il avait cuisiné, j'irais volontiers dans leur restaurant aujourd'hui, si jamais ils en ont ouvert un. Ah. Bien sûr, tout dépend de l'endroit et de la chance. Si le personnel de la prison autorise les détenus à cuisiner et qu'ils ont un certain talent, alors les repas peuvent vraiment transformer l'expérience carcérale, même juste pour un instant. Ces moments où une bouchée vous rappelle le goût de la liberté, ou simplement le plaisir de bien manger, peuvent être précieux dans un environnement aussi dur. Mais attention, ce n'est pas le cas partout. Dans d'autres prisons, les repas sont tout juste comestibles, et on se retrouve à survivre sur des nuits instantanées de la cantine ou à essayer de concocter quelque chose de décent avec ce qu'on a sous la main. Cela dit, quand la chance vous sourit et qu'un vrai talent se retrouve aux commandes, même pour un court moment, cela peut laisser un souvenir qui dure toute une vie. Je suis surveillant pénitentiaire, et je dois dire que l'une des choses les plus intrigantes que j'ai remarquées, c'est la façon dont de nombreux détenus ont développé une sorte de langage des signes, comme une écriture dans le ciel, pour communiquer entre eux lorsqu'ils sont dans les blocs. C'est impressionnant de voir à quel point ils peuvent être discrets et efficaces, même sous surveillance constante. Ces gestes, souvent imperceptibles pour ceux qui ne les connaissent pas, leur permettent de partager des messages, d'organiser des choses, ou simplement de discuter sans qu'on puisse les entendre ou les comprendre. Mais il y a un autre aspect de la vie carcérale qui est beaucoup moins intéressant, et franchement déplorable, le comportement obscène de certains détenus, en particulier envers les membres du personnel féminin. Ce qui me choque le plus, c'est à quel point ce genre d'acte est courant. Certains détenus n'hésitent pas à se masturber ouvertement devant les gardiennes ou les assistantes sociales. C'est un comportement dégradant et irrespectueux, et cela montre à quel point ces hommes, souvent des membres de gangs ou des récidivistes, sont en réalité des perdants pathétiques. Ces caïds qui jouent les durs devant les autres ne sont souvent que des individus immatures, incapables de gérer leur frustration ou leur isolement autrement qu'en agissant de manière répugnante. Ce sont les mêmes types qui, dans leurs cellules, se comportent comme des adolescents bloqués dans un corps d'adultes. Ils n'ont aucun respect pour eux-mêmes ni pour les autres, et leur comportement ne fait que renforcer l'image négative qu'ils donnent aux yeux du personnel. Ce genre de comportement ne se limite pas à un manque de respect envers les femmes qui travaillent ici. Cela témoigne aussi d'un certain désespoir et d'un vide intérieur. Certains d'entre eux n'ont jamais appris à interagir normalement avec le monde extérieur, et leur vie derrière les barreaux ne fait qu'amplifier leur détresse émotionnelle et leur comportement toxique. Pour les membres du personnel, en particulier les femmes, ces incidents sont non seulement désagréables, mais aussi psychologiquement épuisants. Imaginez devoir gérer ce genre de situation régulièrement, tout en essayant de maintenir votre professionnalisme et de garder votre sang-froid. Cela exige une force mentale considérable et un soutien de la part des collègues, mais ce n'est pas toujours suffisant. Les téléphones portables sont extrêmement faciles à obtenir en prison, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas toujours les surveillants qui les introduisent. En réalité, c'est bien moins courant qu'on ne l'imagine. Peu de gardiens souhaitent risquer leur emploi, leur sécurité financière et les avantages pour leur famille contre un peu d'argent rapide. Quant aux détenus, ils ne veulent pas non plus risquer de se retrouver à l'isolement pour avoir tenté de corrompre un surveillant. Et surtout, ils évitent d'être vus en train de parler en privé avec un agent, par crainte de passer pour un indicateur. Il existe d'autres moyens pour faire entrer de la contrebande. De nos jours,
l'utilisation de drones pour déposer des objets dans la cour est devenue monnaie courante. Il y a aussi les méthodes plus anciennes, comme venir à proximité de la prison et jeter les objets par-dessus la clôture. Dans ma prison, il y avait encore d'autres opportunités. Certains détenus avaient des emplois qui leur permettaient de conduire des véhicules, parfois même en dehors de l'enceinte de la prison. De plus, les fenêtres de notre bâtiment pouvaient s'ouvrir et pour les plus ingénieux, elles pouvaient carrément être retirées en dévissant quelques boulons. Chaque soir, après le comptage des détenus, un petit groupe passait par la fenêtre pour récupérer divers objets, de l'alcool, des cigarettes, des téléphones portables, mais étonnamment, l'article le plus demandé était souvent de la nourriture. Tout cela était généralement déposé dans un grand sac de sport laissé dans les bois derrière la prison. Certains détenus profitaient même de l'occasion pour retrouver leurs épouses ou leurs petites amies, qui venaient les chercher en voiture. Un gars que je connaissais a même réussi à mettre sa copine enceinte pendant l'un de ses rendez-vous nocturnes. Lorsque les gardiens ont remarqué, lors d'une visite, que la femme était enceinte, il a été envoyé à l'isolement et soumis à une enquête. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais ce n'était certainement pas bon pour lui. Finalement, quelqu'un a fini par parler, et 4 d'entre eux ont été attrapés. J'avais 19 ans quand je suis allé en prison. Je n'étais qu'un gamin, franchement idiot, qui pensait que voler un magasin pour impressionner ses amis était une bonne idée. Un braquage stupide, sans armes, juste moi et un masque de ski ridicule. Je n'avais même pas pris la peine de cacher ma voix. Résultat, arrêté le lendemain, jugé, et condamné à un an ferme. 1 an, ça ne paraît rien. Mais je peux vous dire que ces 365 jours m'ont changé pour toujours. Quand je suis entré, j'étais terrifié. Pas seulement parce que c'était un monde que je ne connaissais pas, mais parce que j'avais l'impression d'être une proie parmi des prédateurs. Je n'étais pas un criminel endurci, juste un gamin paumé qui avait fait une erreur. Et ça, tout le monde le voyait. On m'a tout de suite repéré comme le petit nouveau, celui qui n'a aucune idée de ce qu'il fait là. Les premiers jours étaient les pires. Les regards, les blagues à double sens, les remarques qui cherchaient à me provoquer ou à tester mes limites. Mais j'ai vite compris qu'en prison, la clé était de garder la tête basse, de ne pas réagir, et de ne jamais montrer de peur. Ça ne veut pas dire que c'était facile. Chaque jour était une lutte intérieure pour ne pas exploser ou céder à la panique. C'est là que j'ai appris à toujours être sur mes gardes. À regarder autour de moi, à analyser chaque mouvement, chaque mot. Même les silences avaient un sens. Cette vigilance constante, je pensais qu'elle disparaîtrait une fois dehors. Mais elle est restée. Aujourd'hui encore, je ne peux pas être dans un endroit bondé sans me sentir oppressé. Que ce soit une réunion de famille ou une soirée entre amis, je finis toujours par m'isoler. Au travail, c'est pareil. Je me surprends à surveiller mes collègues, à guetter les moindres signes de tension ou d'agressivité. C'est comme si mon cerveau était bloqué en mode alerte. En prison, j'ai rencontré des gens qui étaient bien pires que moi, des types pour qui la violence était une seconde nature. Mais j'ai aussi rencontré des gars qui étaient là pour des erreurs tout aussi stupides que la mienne. Des pères de famille qui avaient volé pour nourrir leurs enfants, des jeunes qui s'étaient laissés entraîner dans des histoires plus grosses qu'eux. Ça m'a appris une chose, la prison ne corrige pas, elle casse. Quand je suis sorti, je pensais que la vie reprendrait son cours. Mais j'avais tort. Le regard des autres avait changé. J'étais celui qui a fait de la prison. Même ceux qui ne le disaient pas directement, je voyais dans leurs yeux qu'ils me jugeaient. Et moi, je n'étais plus le même non plus. L'anxiété me rongeait, la peur de refaire une erreur, de perdre encore un morceau de ma vie. Ce n'est pas seulement la peine que vous purgez à l'intérieur, c'est celle qui continue longtemps après votre sortie. J'ai eu l'occasion de participer à un séminaire hebdomadaire dans une prison, dans le cadre de mes études universitaires, en Allemagne. On a beaucoup échangé avec les détenus et visité les lieux, ce qui m'a permis de constater certaines différences notables entre les prisons allemandes et ce que j'ai pu lire sur les prisons américaines. En Allemagne, par exemple, chaque détenu a une télévision dans sa cellule. La plupart ont aussi un téléphone,
bien que ce soit illégal. Les cellules sont relativement grandes. Récemment, une salle de bain séparée a été ajoutée dans chaque cellule. Auparavant, les toilettes étaient directement dans la pièce principale, ce qui, évidemment, réduisait l'intimité. L'accès à l'éducation est une priorité. Les détenus peuvent suivre des cours universitaires à distance, bien qu'ils n'aient pas accès à Internet. Il existe aussi des activités culturelles comme des groupes de théâtre ou d'autres programmes similaires. De ce que j'ai vu, les relations entre détenus et gardiens semblaient assez cordiales. Certes, je suppose que nous avons probablement rencontré les détenus les plus ouverts ou les plus intéressés par notre présence, mais l'impression générale était positive. Les surveillants que j'ai rencontrés faisaient, pour la plupart, du bon travail. Cela dit, une expérience m'a marqué. Lors de la visite, un gardien nous a demandé si nous voulions voir une cellule sale, une cellule normale ou une cellule vide. Nous avons choisi une cellule vide, pour éviter de perturber la vie privée des détenus. Mais sa réponse a été froide, ils ne décident pas de ça. Si vous voulez voir leur cellule, on le fait. Cette attitude nous a choqués. Cela montre que, malgré les progrès, certains clichés sur les prisons comme le manque de respect pour la vie privée des détenus ne sont pas que des stéréotypes. Un autre aspect sombre dont on parle peu, ce sont les suicides. Les détenus nous ont confié qu'il y avait eu 2 suicides en une seule semaine dans leur prison, et qu'en moyenne, environ 40 détenus par an se donnaient la mort. C'est un chiffre énorme. Même si chaque détenu est tenu de travailler sauf en cas d'incapacité, beaucoup passent leur journée enfermés dans leur cellule, scotchés devant la télévision, sans participer à d'autres activités. Accéder à un programme spécialisé pour les détenus souffrant de troubles mentaux est très difficile. Par exemple, un jeune détenu gravement anorexique avait réussi à intégrer un tel programme, mais il connaissait de nombreux autres détenus ayant des problèmes de santé mentale très graves qui n'avaient pas eu cette chance. Dans ces programmes, les détenus bénéficient de visites familiales prolongées et d'un suivi thérapeutique. Mais ces places sont limitées, et il semble que beaucoup de ceux qui en auraient besoin restent sur la touche. Je ne peux pas garantir que ce que j'ai vu reflète la réalité de toutes les prisons en Allemagne. Je n'ai visité qu'une seule institution et je n'étais qu'une simple visiteuse. Mais nous avons eu de longues discussions privées avec les détenus, et je crois que ce qu'ils nous ont partagé donne un aperçu relativement juste de leur quotidien. Même si tout n'est pas parfait, j'ai l'impression que le système évolue dans une direction plus humaine, au moins en Allemagne. J'ai passé 8 jours enfermé dans une unité psychiatrique. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la prison, mais je suis sûr qu'il y a au moins un point commun. La seule chose qui compte, c'est ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire ensuite. Pourquoi un détenu poignarde-t-il quelqu'un pour une simple partie de cartes, 3 semaines avant sa libération? Parce qu'à cet instant précis, rien d'autre n'existe pour lui que cette partie de cartes. L'avenir, la sortie, les conséquences, tout cela est balayé par le moment présent où l'enjeu de la situation devient démesuré. Je me souviens de mes propres journées dans l'unité psychiatrique, rythmées par de toutes petites choses. Chaque matin, je me réveillais pour aller prendre un petit déjeuner accompagné d'un café affreux. Ce n'était qu'une formalité, mais ce qui comptait vraiment pour moi, c'était ce qui venait à 10 heures. À cette heure-là, il sortait une petite machine à café dans l'aire de jeu, et on pouvait enfin boire un vrai bon café. Pendant 2 heures, de 8 à 10 heures, je restais allongé dans mon lit, à ne penser qu'à ça. À ce café. Ce petit moment de plaisir minuscule et presque insignifiant devenait la chose la plus importante de ma matinée. C'est comme ça que l'esprit fonctionne dans des lieux comme ceux-là, qu'il s'agisse d'une prison ou d'un service psychiatrique. Le quotidien se rétrécit à une série de moments immédiats, et chaque petite routine, chaque récompense, prend une importance démesurée. Les notions de futur ou de long terme n'existent plus vraiment. Vous vivez dans un présent constant, où la prochaine activité, la prochaine interaction ou la prochaine pause devient tout ce qui compte. L'idée reçue selon laquelle les détenus seraient déconnectés de la technologie ou de l'actualité est totalement absurde. Bien au contraire, les prisons regorgent de personnes extrêmement informées. Non seulement la télévision et les films sont souvent accessibles, mais les journaux papier sont lus de fond en comble chaque jour.
Il y a quelque chose de fascinant à voir à quel point l'information circule rapidement en détention. Quand un nouveau détenu arrive dans le bloc, tout le monde sait déjà pourquoi il est là, surtout si son affaire a reçu ne serait-ce qu'une petite couverture médiatique. Les nouvelles voyagent vite, et les rumeurs encore plus. Si un article de presse ou une émission mentionne un crime ou une arrestation récente, les détenus s'en souviennent et font le lien immédiatement lorsqu'ils voient le visage correspondant dans leur bloc. Cela va au-delà de la simple curiosité. En prison, savoir ce que les autres ont fait ou pourquoi ils sont là fait partie de la dynamique sociale. L'actualité devient une sorte de monnaie d'échange, et les discussions autour des crimes, des jugements ou des condamnations font partie intégrante du quotidien. Les journaux, bien souvent partagés entre les détenus, deviennent des objets de valeur. Chaque article, chaque détail est lu, analysé et discuté. Et pour ce qui est de la technologie, ne vous y trompez pas, les détenus ne sont pas aussi déconnectés qu'on pourrait le croire. Les smartphones, bien que techniquement interdits, circulent dans presque toutes les prisons. Même ceux qui n'ont pas accès à ces appareils suivent les avancées technologiques à travers la télévision ou les conversations avec les nouveaux arrivants. L'image d'un détenu qui sortirait de prison complètement perdu face à un smartphone ou un ordinateur est donc largement exagérée. Avoir un business en prison est presque indispensable pour s'en sortir. Beaucoup de détenus trouvent des moyens de se faire un peu d'argent ou des privilèges supplémentaires grâce à des combines. Certains écrivent des lettres pour d'autres, dessinent des portraits, ou vendent des objets volés à leur travail. Si vous travaillez dans une buanderie ou une cuisine, vous pouvez ramener des vêtements neufs, des produits comme de l'eau de Javel pour laver vos vêtements à la main et éviter qu'ils soient mélangés avec des affaires dégoûtantes, ou encore de la nourriture. Tout ce qui sert à fabriquer une machine à tatouer, par exemple, est extrêmement précieux. Si vous avez accès à ces objets et que vous n'avez pas peur de voler, vous pouvez obtenir beaucoup de respect ou de marchandises en échange. Mais attention, voler directement quelqu'un d'autre ou trahir leur confiance peut vous valoir une sévère correction, voire pire. La plupart des bagarres, en dehors des conflits liés aux gangs, sont déclenchées par des disputes autour du téléphone ou de la télévision. Ces ressources limitées provoquent des tensions énormes. Et dans cet environnement, si vous êtes pris en train de voler, les conséquences peuvent être brutales. L'intelligence n'est pas forcément une qualité valorisée par tout le monde. Parler avec un langage trop sophistiqué ou trop bien peut être perçu comme condescendant, surtout par ceux qui ont moins d'éducation. J'ai dû apprendre rapidement à m'adapter, car cela m'a presque mis dans des situations dangereuses à plusieurs reprises. En prison, on développe rapidement une sorte de sixième sens, une intuition qui vous dit « cette personne est mauvaise ou ça va exploser, prépare-toi ». C'est un instinct de survie. Vous apprenez à lire les gens et les situations avant qu'elles ne dégénèrent. Les conflits, même les plus petits, sont souvent réglés par des combats. Mais étonnamment, ces combats se déroulent avec un certain respect. Si quelqu'un tombe, on le laisse se relever. Ce n'est pas une question de colère ou de haine, mais simplement une manière de gérer les affaires. C'est presque une sorte de code d'honneur. Certains mots, cependant, sont des déclencheurs immédiats de bagarre. Parfois, juste dire « qu'est-ce que tu veux faire » est une invitation directe à un combat, auquel vous ne pouvez pas reculer. Le respect en prison, ce n'est pas une question de gagner ou de perdre un combat. Ce qui compte, c'est que vous vous battiez pour défendre votre dignité. Les autres détenus vous respecteront si vous montrez que vous avez du courage et que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Quand vous arrivez, il est probable que certains membres de votre race vous testent immédiatement. Cela s'appelle un test de cœur. Vous devez vous battre, pas pour gagner, mais pour montrer que vous n'êtes pas une victime facile. Si vous refusez, votre séjour en prison sera un enfer, personne ne vous respectera, et si quelqu'un décide de s'en prendre à vous, personne n'interviendra. Tout est, dans une certaine mesure, racialisé. Les interactions entre groupes se font rarement. Si une émeute éclate, même si elle est d'origine liée à un gang, elle sera presque toujours divisée par race. Dans ces moments-là, peu importe si vous êtes solo, votre couleur de peau vous désigne automatiquement comme un allié ou une cible. La réhabilitation ? Elle n'existe que si vous vous battez pour l'obtenir, et même là, le système peut rendre les choses très compliquées.
Les gardiens, pour la plupart, ne valent pas mieux que les pires détenus. Beaucoup sont ouvertement sadiques. Ils aiment provoquer, humilier, et parfois même encourager les conflits. Vous apprenez vite à repérer ceux qu'il vaut mieux éviter à tout prix. En prison, les cigarettes étant interdites, les détenus trouvent des moyens créatifs pour contourner les règles. L'une des astuces les plus étranges que j'ai vues était de fumer des patchs à la nicotine mélangés à des épluchures d'orange ou de pommes. Ça paraît absurde, mais dans cet univers où les ressources sont limitées, l'imagination humaine ne connaît pas de limites. Un autre aspect marquant était la séparation stricte entre les détenus homosexuels, bisexuels ou perçus comme tels, et le reste de la population carcérale. L'administration justifie cela par des raisons sanitaires, en affirmant que la majorité d'entre eux seraient porteurs de MST comme le VIH ou l'hépatite. Que ce soit vrai ou non, cette politique crée un climat de méfiance et de stigmatisation. Personnellement, j'ai choisi de ne pas mentionner que j'étais bisexuel, par précaution. Avec le recul, je pense que j'ai bien fait, car cela aurait pu engendrer des complications inutiles. Chaque aile de la prison fonctionne comme une sorte de micro-société avec son propre gouvernement. Il y a des leaders, des règles implicites, et un équilibre à respecter. Étonnamment, cette structure aide à maintenir une certaine stabilité et à limiter les conflits. Il y a des règles du jeu non dites que tout le monde doit comprendre pour survivre. Par exemple, parler à un gardien, même pour une raison banale, est mal vu. J'ai appris cela à mes dépens lorsque j'ai voulu poser des questions sur le fonctionnement des médicaments. Très vite, les autres détenus m'ont catalogué comme une balance. Cela m'a suivi pendant un moment, malgré mes efforts pour prouver le contraire. La nourriture, étonnamment, était meilleure que ce qu'on pourrait attendre. En comparaison avec les repas servis dans les maisons de retraite ou les hôpitaux, les portions en prison semblaient généreuses. Dans l'aile médicale, c'était encore mieux, les rations étaient souvent doublées, voire triplées. Ce luxe relatif peut sembler dérisoire, mais dans un lieu où les plaisirs sont rares, bien manger devient un réconfort important. Une autre règle non écrite que j'ai rapidement apprise, c'est de ne jamais parler du temps qu'il vous reste à purger. Ce n'est pas une question de sécurité ou de stratégie, mais de respect. Pour beaucoup, penser à la durée de leur peine est insupportable. Évoquer votre libération prochaine pourrait les rappeler à leur propre désespoir, les forçant à affronter l'immensité du temps qu'il leur reste. Cette règle, bien que tacite, est l'un des nombreux codes qui permettent à cette communauté de survivre psychologiquement. J'ai passé près d'une décennie en prison, en cumulant des peines plus courtes, la plus longue ayant duré 47 mois. Une peine fédérale, mais la plupart dans le système pénitentiaire de Caroline du Nord. Toutes mes condamnations étaient liées à la drogue. Il faut dire que j'ai vendu de la drogue une grande partie de ma vie d'adulte. Certes, j'en ai tiré de l'argent, mais la vérité, c'est que je faisais cela avant tout pour financer ma propre consommation. Aujourd'hui, je suis en voie de rétablissement, et je ne cherche pas à justifier mon comportement. Ce que je veux souligner, c'est que, contrairement aux stéréotypes, je n'ai que très rarement croisé des trafiquants de drogue super performants en prison. Ces gars-là, les vrais barons, ne se font pas souvent attraper. En revanche, j'ai rencontré énormément de détenus dont les vies avaient été ravagées par la dépendance. Même parmi ceux condamnés pour des crimes violents comme le viol ou le meurtre, l'addiction jouait un rôle déterminant. Ensuite, il y a cette mentalité nous contre eux qui existe entre le personnel et les détenus. Personnellement, je préfère le terme détenu à délinquant. Je comprends la logique derrière le fait de décourager les relations entre les surveillants et les hommes dont ils s'occupent. Mais cela a un prix très lourd. Dans mon expérience, la plupart des membres du personnel traitent les détenus de manière très déshumanisante. Je ne me rendais pas vraiment compte à quel point cela m'affectait jusqu'à ce que je commence à suivre des cours universitaires en détention. Les professeurs, qui venaient de différentes universités, m'ont traité avec dignité et respect. C'était un contraste frappant. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vu comme un être humain, pas seulement comme un numéro ou un problème à gérer. Mais si je devais choisir une expérience marquante de ma vie en prison, ce serait celle où j'ai enseigné des cours pour le GID.
J'ai grandi dans une famille aimante et attentionnée, avec tout ce dont j'avais besoin. Mais en côtoyant les hommes que j'enseignais, j'ai découvert une réalité bien différente. Quand je suis arrivé en prison, la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point les détenus sont respectueux, cordiaux et polis les uns envers les autres. À l'extérieur, on imagine souvent que la prison est un chaos constant, un mélange de bagarres et de cris. Mais à l'intérieur, c'est une toute autre dynamique. Si un problème survient surtout entre différentes races, il est rare qu'il soit réglé sur un coup de tête ou dans l'émotion. Au contraire, il y a une sorte de structure implicite, presque hiérarchique, qui maintient un semblant d'ordre. Si vous avez un différend avec quelqu'un d'un autre groupe racial, la marche à suivre est simple, vous devez approcher, de manière respectueuse, le leader ou le shot-callé de ce groupe. Ces leaders agissent comme des diplomates ou des politiciens. Vous expliquez calmement votre problème, sans montrer d'animosité ni de colère. Il y a un véritable effort pour éviter que la situation ne dégénère, et dans la plupart des cas, une solution est trouvée. C'est fascinant de voir à quel point ces discussions peuvent être civilisées dans un environnement qui, en surface, semble si brutal. Mais parfois, les négociations échouent. Et quand cela arrive, c'est là que vous découvrez un autre aspect de cette structure sociale. On vous informe, toujours calmement, qu'il y aura un conflit. Pas de cris, pas de menaces inutiles, juste une annonce froide et directe, préparez-vous à la guerre. Dans ces moments-là, vous réalisez que tout dans cette société carcérale est basé sur des codes et des règles strictes. Le respect n'est pas seulement une politesse, c'est une nécessité absolue pour éviter que la violence ne devienne incontrôlable. Mais quand la violence devient inévitable, elle est orchestrée avec une précision presque terrifiante, comme si c'était une extension naturelle de ce système. Il y avait un gars qu'on appelait Paddy, un type un peu paumé. C'était un mec sympa au fond, mais clairement troublé. Il se mutilait souvent, et ses bras étaient presque toujours recouverts de bandages. On sentait qu'il portait un poids énorme sur ses épaules, un mélange de colère et de désespoir qu'il n'arrivait pas à gérer autrement. Paddy avait aussi cette habitude bien particulière qu'on appelait sa protestation sale. Quand il était au bout du rouleau, il transformait sa cellule en un véritable champ de bataille. Il étalait des excréments sur les murs et les fenêtres, balançait ses affaires partout, trempait ses sachets de thé dans l'eau et éparpillait les feuilles humides sur le sol et les murs. Parfois, il allait jusqu'à éclabousser les murs de ketchup ou d'autres condiments qu'il arrivait à récupérer. La première fois que ça s'est produit pendant que j'étais là, les gardiens ont réagi en le transférant directement au bloc d'isolement, le temps que sa cellule soit nettoyée. Mais au fil du temps, leur attitude a changé. Lorsqu'il recommençait, et cela s'est produit au moins 4 fois pendant mon séjour, il ne le déplaçait même plus. Il le laissait dans sa cellule dégoûtante, au milieu de son chaos, parfois pendant une semaine ou plus avant de faire quoi que ce soit. Paddy n'avait pas le droit de sortir pendant les heures sociales lorsqu'il était dans cet état. Les gardiens le privaient de toute interaction, et sa seule compagnie était nous, les autres détenus, qui essayions de lui parler à travers sa fenêtre couverte de merde. C'était difficile de maintenir une conversation normale dans ces conditions, mais on essayait quand même, pour qu'il se sente un peu moins seul. Je suis surveillant dans une prison au Royaume-Uni, et ce qui me surprend toujours, c'est à quel point la vie en prison peut sembler normale, parfois. Les détenus vont et viennent, occupés par leur routine quotidienne. Ils partent au travail ou à leur cours d'éducation, discutent entre eux ou même avec nous, les gardiens, comme ils le feraient avec n'importe qui dans la rue. Bien sûr, il y a des moments où tout dégénère. Une bagarre éclate, des tensions montent entre des groupes, où quelqu'un décide de défier les règles. Mais, étonnamment, ces moments sont souvent l'exception plutôt que la règle. La plupart du temps, la prison ressemble davantage à une petite communauté qu'à une scène de chaos. C'est loin de l'image sombre et oppressante qu'on voit dans les films. Oui, la prison est un endroit dur, et pour certains, elle l'est plus que pour d'autres. Mais ce n'est pas un environnement constamment marqué par la violence et la cruauté. Les détenus, comme tout le monde, s'adaptent à leur environnement. Ils trouvent des moyens de passer le temps, de se créer une routine, et même de tisser des liens avec les autres.
Ce qui est frappant, c'est la banalité de certains jours. Vous regardez les détenus travailler dans les cuisines, participer à des cours, ou simplement discuter dans la cour, et ça ressemble presque à un petit village. Parfois, j'oublie même où je suis, jusqu'à ce qu'un événement vienne me le rappeler brutalement. Cela ne veut pas dire que la vie en prison est facile. L'ennui, les frustrations et les privations sont toujours là. Mais beaucoup de détenus essaient de tirer le meilleur parti de leur situation, que ce soit en apprenant de nouvelles compétences, en lisant ou simplement en trouvant des moyens de cohabiter pacifiquement avec les autres. Je ne peux pas parler des prisons d'autres pays, mais au Royaume-Uni, il y a une certaine humanité dans ce système. Ce n'est pas parfait, loin de là, mais ce n'est pas non plus l'enfer qu'on imagine souvent. L'un des pires aspects de la prison, ou du moins l'un des plus dérangeants, c'est de réaliser que le monde continue sans vous. Vous êtes le personnage principal de votre propre vie, et vous vous imaginez que vous avez un impact sur ceux qui vous entourent. Mais en prison, vous comprenez vite que ce n'est pas le cas. Tout le monde continue d'avancer, sans votre influence. Cela peut être un choc au début, mais on s'y habitue. Cependant, cette prise de conscience peut laisser des traces, même après votre sortie. Un autre défi majeur, ce sont les gens avec lesquels vous devez vivre. Comme certains l'ont déjà dit, il y a des individus incroyables en prison, des gens drôles, talentueux, parfois même étonnamment gentils. Mais la majorité des détenus sont des personnes avec qui, dans d'autres circonstances, vous n'auriez jamais choisi d'interagir. Ce sont souvent des gens dont toute la vie tourne autour d'activités criminelles, de la manipulation, de problèmes de santé mentale ou de la violence pour obtenir ce qu'ils veulent. Dans cet environnement, vous n'avez pas le choix. Vous devez apprendre à vous adapter pour interagir avec ces personnalités où vous risquez d'être manipulé, exploité, voire agressé physiquement. Cette adaptation n'est pas facile, mais elle devient une compétence de survie essentielle. Un autre aspect difficile à gérer, c'est l'attitude des surveillants. Beaucoup sont d'une froideur ou d'une indifférence frustrante. Certains sont carrément paresseux. En même temps, on peut comprendre pourquoi, ils passent leur journée à gérer des détenus qui essaient constamment de les manipuler ou de les provoquer. Mais cette méfiance généralisée affecte tout le monde, y compris les détenus qui ne cherchent qu'à vivre leur peine tranquillement. Il faut souvent beaucoup de temps pour qu'un surveillant commence à vous faire un minimum confiance. Et même là, rien n'est garanti. La patience devient une qualité indispensable en prison. Absolument tout se fait selon le rythme de la prison, jamais le vôtre. Que vous ayez un cours, un rendez-vous, ou que vous deviez aller à la cantine, vous passerez votre temps à attendre. Cette attente constante finit par devenir une partie intégrante de votre quotidien. Concernant les drogues, Spess est énorme en prison. Ce n'est pas une épice au sens traditionnel, mais une substance synthétique imprégnée sur du papier. Les doses sont si puissantes qu'un minuscule morceau peut plonger quelqu'un dans un état proche de la crise d'épilepsie pendant une quinzaine de minutes. Les gens restent là, pliés en deux, tremblant de manière incontrôlable, totalement déconnectés de la réalité, parfois en criant des phrases ou des sons incompréhensibles. Le prix de cette drogue varie, $50 pour un morceau de la taille d'un timbre, $5 pour un morceau gros comme un ongle. Si un gardien vous surprend dans cet état, la cour sera mise en lockdown, et vous vous réveillerez menotté sur une civière. Ce qui rend Spess encore plus dangereux, c'est que certains détenus, dans cet état de confusion, commencent à frapper violemment sans s'en rendre compte. S'ils touchent un gardien, cela peut leur valoir jusqu'à 5 ans supplémentaires pour agression sur un officier. Et pourtant, malgré ces conséquences, beaucoup de ceux qui se réveillent après une telle crise veulent immédiatement une autre dose. Ne parlez jamais de votre vie à l'extérieur de la prison aux détenus condamnés à perpétuité, surtout si vos récits impliquent des personnes qu'ils connaissent. Pour eux, entendre parler du monde extérieur est un rappel douloureux de ce qu'ils ont perdu à jamais. Ces hommes vivent dans une réalité figée, où chaque jour se ressemble, tandis que le monde continue d'avancer sans eux. Avec les années, ils ne sont plus les mêmes, ni mentalement ni émotionnellement. Ils deviennent des coquilles vides, des ombres de ce qu'ils étaient autrefois. Leur résilience s'épuise, leur capacité à gérer leurs émotions diminue, et leur esprit se referme sur lui-même. Ce processus les transforme, lentement mais sûrement,
en des êtres imprévisibles et instables. Leur instabilité vient principalement du fait qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils savent qu'ils ne sortiront jamais, qu'aucune réhabilitation ne leur est destinée, qu'aucune lumière ne brille au bout du tunnel. Cette absence totale d'espoir entraîne une indifférence envers les conséquences. Quand on n'a plus rien à protéger, ni liberté, ni famille, ni futur, les notions de bien et de mal deviennent floues. La jalousie, dans ce contexte, peut devenir un véritable poison. Il suffit parfois d'un mot, d'un détail, pour déclencher une réaction disproportionnée. J'ai connu un homme qui n'avait plus que 2 mois à tirer avant sa libération. Il était heureux, impatient, et ne pouvait s'empêcher de parler de sa femme. Il racontait aux autres ce qu'il allait faire une fois dehors, les endroits où il comptait aller, les repas qu'il voulait partager avec elle, et les moments qu'il attendait de retrouver. Mais tout le monde ne pouvait pas partager sa joie. Parmi les détenus qui l'écoutaient, il y avait un homme qui ne sortirait jamais. Jour après jour, ce dernier a dû écouter ses récits, ses plans et ses rêves qu'il ne pourrait jamais réaliser. La jalousie, ou peut-être simplement la rage face à sa propre condition, a fini par exploser. Un jour, sans prévenir, il a poignardé cet homme à mort. Cet acte n'a rien changé pour lui. Il n'a pas aggravé sa peine puisqu'il n'en avait pas de limite, mais il a détruit un homme qui n'était qu'à quelques semaines de la liberté. Si vous êtes en prison, surtout pour une courte durée, il faut apprendre rapidement à naviguer dans cet environnement. Parler de la vie extérieure peut sembler anodin, mais dans cet univers clos, c'est comme mettre du sel sur une plaie béante. Les condamnés à perpétuité ne veulent pas qu'on leur rappelle ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ne retrouveront jamais. Chaque mot, chaque anecdote, chaque détail sur la liberté qu'ils n'auront plus est une insulte à leur douleur quotidienne. Il faut aussi se rappeler que ces hommes, malgré leur colère ou leur instabilité, ne sont pas forcément mauvais dans le sens moral du terme. Ils sont souvent les produits de décennies d'enfermement, de regrets refoulés. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.